On investit dans du matériel et on ne veut pas investir sur soi parce que le risque zéro n'existe pas. Ça, c'est le projet de développement qu'on veut lancer. Bonjour Lucia, bonjour à tous. On est dans le 4e épisode du podcast de Line-Up Team avec des entrepreneurs, on va dire, locaux. Donc ici on est avec Lucia. Ce qui est intéressant dans le profil de Lucia, rebonjour du coup. Bonjour. C'est donc tu es gérante d'un établissement Horeca à la Louvière, donc à Il Passator et à la Réal-Beurre Premier, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc spécialisé dans la confection de piadines. Tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus là-dessus. Donc ce qui est intéressant, c'est tout simplement le monde de l'Horeca en tant qu'entrepreneur, comment ça se passe concrètement à la Louvière en plus, puisqu'on est ici à Binche. L'idée, c'est que le podcast soit assez local. Donc c'est intéressant vraiment de se concentrer sur ce genre de cas. Il y a aussi le cas du test à la Charleroi qui a plus ou moins fonctionné. Je pense qu'on va pouvoir en parler. C'est aussi super intéressant. Donc voilà, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de te présenter, simplement. Donc, comme tu as dit, je m'appelle Lucia. Je suis gérante du restaurant de la Piadineria Il Passatore à la Louvière. Notre spécialité, c'est la piadine. C'est une spécialité d'Émilie-Romagne, plus particulièrement la côte adriatique, la Riviera adriatique. On a ouvert il y a 10 ans déjà et c'était un pari assez fou parce que la piadine, c'est pas quelque chose qui est assez connu, même en Italie, elle n'est pas connue dans toutes les régions. Et amener ça en Belgique, ça a été vraiment un challenge parce qu'il a fallu d'abord se lancer dans un métier qui était nouveau pour nous et puis faire découvrir cette spécialité qui était inconnue, même aux Italiens de la Louvière. Donc voilà, je dirais qu'en 10 ans, on a relevé ce challenge et maintenant, l'idée, c'est de continuer à se développer, à améliorer ce qu'on fait déjà et à attirer des nouveaux clients en fait. Ok. Ce que je te propose du coup, c'est de commencer au moment où vous avez l'idée, de m'expliquer un petit peu où est-ce que tu en étais au niveau professionnel, si l'entrepreneuriat c'était nouveau ou pas. Tu me dis qu'en tout cas, ce monde-là, ce métier, c'était quelque chose de nouveau. Oui. Alors, en fait, moi, je suis fille de restaurateur. Donc, c'était un métier que je connaissais de l'extérieur. Donc, je ne le connaissais pas en tant que professionnel parce que je n'y travaillais pas. Mais c'était un milieu dans lequel j'ai baigné depuis toute petite. Okay. Mon compagnon, en fait, qui est originaire de Imola, donc en Émilie-Romagne, c'était un ancien coureur cycliste professionnel. Et donc, quand on s'est connus, la restauration, ce n'était pas du tout son métier. Mais chaque fois qu'il venait en Belgique, il faisait de la piadine pour les amis, pour la famille. Et en 2012, on a eu un enfant entre-temps. Il s'est dit que c'était le moment de raccrocher son vélo. Et puis, l'idée lui est venue, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie ? Parce que il ne savait rien faire d'autre que ce travail de cycliste et puis de directeur sportif. Et on a eu l'idée, avec nos associés de l'époque, d'ouvrir une piadineria. Au départ, on voulait faire un food truck et puis on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres contraintes et on voulait plutôt faire un établissement avec des places assises, un côté bar à vin, voilà. L'idée, elle est venue comme ça, elle germait déjà dans notre tête depuis un moment, et puis l'occasion s'est présentée quand il a arrêté son job dans le cyclisme. Et là, tout s'est enchaîné assez vite, je dirais. On a trouvé l'endroit idéal, on voulait être dans le centre de la Louvière, parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens. On voulait être dans notre région, on voulait être dans un bel endroit, dans un endroit stratégique, parce qu'il fallait être dans le centre de la Louvière. Et donc voilà, tout s'est enchaîné assez rapidement. On a trouvé l'endroit, on a trouvé nos fournisseurs en Italie. Et voilà, en 6 mois, on a fait les travaux, on a ouvert et ça a vite démarré comme ça, en fait. Ok. Voilà. Moi, quand j'ai connu l'établissement, du coup, je pensais que ton compagnon était le gérant, parce que c'est la personne qu'on voit, qui est vraiment au contact des clients, qui gère l'aspect gastronomie, on va dire. Oui, c'est ça. Donc là, vous avez une complémentarité à ce niveau-là, c'est que lui, il est plus sur l'aspect restauration, toi sur l'aspect, entre guillemets, gestion. Oui, comment ça s'est passé, ça ? Lui, il s'occupe de l'aspect opérationnel, c'est-à-dire qu'il est sur place. Au départ, c'est lui qui cuisinait, c'est sa recette à lui, c'est sa recette de famille. C'est lui qui va chercher les produits en Italie. C'est lui qui travaille sur place. Moi, je ne travaille pas sur place, je m'occupe
de la gestion administrative, la compta, les réseaux sociaux, les contrats avec le staff. Donc, je m'occupe de la partie qui est moins visible, on va dire, qui est la partie administrative. Et lui, il s'occupe de l'aspect opérationnel sur place. Okay. Voilà. Et du coup, pour gérer tout ça, tu avais quelle base au début, avant de lancer l'établissement Moi, j'ai fait des études en secrétariat de direction avec une spécificité langue. Je travaille dans une organisation internationale, donc l'aspect administratif, moi, c'est quelque chose que je maîtrise parce que c'est mon métier à la base et j'aime bien faire ça, je dois dire. Et donc, il fallait que chacun fasse ce qu'il sait faire. Donc, lui, il s'occupe des clients sur place. Moi, je m'occupe du côté administratif et c'est comme ça qu'on est complémentaires. Ok. L'aspect, du coup, devenir entrepreneuse, c'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps, qui t'est un petit peu tombé dessus, ou cet aspect-là, comment ça s'est passé? C'est venu, je dirais que c'est venu par la force des choses. C'est pas quelque chose que je voulais faire au départ, parce que, on va dire que d'un point de vue caractériel, j'avais plutôt besoin d'une certaine sécurité. Et ça vient du fait de mon passé, de mon passé familial, de mon histoire familiale, où mon papa avait un restaurant, les choses n'ont pas toujours bien marché pour lui. Et pour moi, la restauration, c'était, quand on parlait restauration, il y avait le petit, tu vois, la lampe danger qui s'allumait. Donc, il fallait garder quand même un côté sécurité. Gestion, et comme je suis très rigoureuse au niveau administratif, au niveau gestion, voilà, disons que ça se mettait bien. Mais sinon, l'entrepreneuriat, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait au départ et maintenant, beaucoup plus en fait. Okay. Voilà. C'était un petit peu la suite de la question. Donc l'aspect sécurité, ouais. Je suppose que tu fais en sorte donc, que tout soit le plus sûr possible quand tu lances le projet, mais forcément on prend un risque. Donc tu as dû un petit peu lâcher prise à un moment donné ou... Alors, moi j'ai fait des études de coaching, c'est-à-dire que je me suis d'abord formée, mais pour moi-même. Donc j'ai été coachée aussi. Après, j'ai suivi une formation pour moi, après pouvoir aider les entrepreneurs. Je pense qu'il y a une part de risque qu'on doit accepter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer un projet, surtout quand c'est un projet inconnu, en voulant tout maîtriser. Mais ce qu'il faut, je pense que ce qui aide les entrepreneurs, c'est d'avoir cette flexibilité, cette gestion émotionnelle qui leur permet justement de s'adapter rapidement aux complexités en fait, du métier d'entrepreneuriat. Parce que le risque zéro n'existe pas. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, tu te sens comment par rapport à ça 10 ans après? Je pense que c'est plus... Le niveau de l'établissement fait que vous êtes quand même plus tranquille par rapport à ça? Alors, je ne dirais pas que je suis plus tranquille. Je pense qu'avec l'expérience, le niveau de complexité augmente, mais le niveau de facilité pour gérer les complexités diminue. Enfin, la complexité augmente, mais la facilité augmente aussi. C'est-à-dire que par rapport aux mêmes complexités du départ, on les gère de façon beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive à switcher beaucoup plus facilement. Devant une contrariété, devant un problème qui se pose, on arrive à trouver des solutions beaucoup plus rapidement. Pardon. Et on est beaucoup plus flexible à faire face à ces complexités et ces difficultés. Ok. Au niveau de l'évolution du coup du restaurant, oui. Est-ce que ça s'est fait par étapes? Il y a eu des grandes étapes que tu retiens. Par exemple, tu me dis que c'était ton compagnon qui a commencé par cuisiner. À quel moment il y a les premiers employés? Ouais. Voilà, en gros, l'évolution, je te laisse m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Alors, quand on a commencé, on avait un associé, enfin 2 associés, on était 2 couples. Et donc, les hommes travaillaient seuls le week-end avec une ouvrière. Et nous, les épouses, on venait en renfort le week-end. Et puis, le succès a été assez fulgurant. Je dois dire qu'on ne s'attendait pas à ça. Peut-être aussi qu'on n'a pas assez anticipé ce qui venait, parce qu'on démarrait dans l'inconnu. Même si moi, je viens d'une famille de restaurateurs, l'époque a changé. Donc, on ne s'attendait pas à ce succès et aussi à cette difficulté. Donc, on a dû vite engager quelqu'un à temps plein.
Et donc, de fil en aiguille, c'est comme ça que ça a commencé. On a engagé une personne, puis une deuxième, puis on a engagé des extras. Et voilà, jusqu'à ce que l'équipe s'agrandisse, quoi. Ok. Moi, je vois ça que pour n'importe quel entrepreneur, l'aspect, les premiers emplois, je vois ça comme un cap quand même hyper important, à la fois difficile à passer. Souvent, on a envie, mais encore une fois, c'est un risque, c'est des investissements et tout ça. Donc, j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu là-dessus. Déjà, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Et après, la deuxième question, ce serait peut-être comment tu choisis tes premiers employés? Tu fais attention à quoi? Tu es attentif à quoi au début? Là aussi, il y a eu une évolution parce que quand on démarre dans l'entrepreneuriat, il y a plein de compétences qu'on n'a pas. Recruter quelqu'un, on ne sait pas. Je vais dire qu'on y va au feeling, mais parfois ça peut bien se passer, parfois ça ne se passe pas bien. La chose qui était très importante pour nous, c'était d'avoir des gens qui avaient une bonne attitude plus que des aptitudes. Parce que l'aptitude, c'est quelque chose que tu peux apprendre. L'attitude, tu l'as ou tu ne l'as pas. Donc, nous, on a préféré avoir recruté des gens qu'on pouvait former, mais qui, au départ, on sentait... Bon, là, ça va au feeling aussi, hein, et c'est peut-être une erreur. Maintenant, on est un petit peu plus... on cadre un petit peu plus les entretiens pour essayer de mieux déceler la personnalité de la personne. Donc, quand on a engagé la première personne, le cap, c'était de se dire, est-ce que j'ai les moyens de la payer? Parce que engager du personnel, c'est pas juste le salaire. Il y a toute une série de charges corollaires, je vais dire. Hein. Il y a le salaire, il y a les charges sociales, et puis il y a les assurances, et puis il y a plein de choses à gérer. Les congés, comment faire quand la personne est en congé. Donc, mais je dirais qu'on y va, on avance petit à petit. On affronte chaque challenge un à la fois, chaque difficulté un à la fois, et c'est comme ça qu'on grandit, parce que c'était un métier nouveau pour nous aussi. Travailler pour soi, c'est quelque chose. Dès qu'on commence à engager, on devient entrepreneur, on devient patron. C'est un autre métier aussi, on n'est pas juste son propre chef. Même si je pense que là aussi, il y a il y a un grand mythe, c'est que l'indépendant, c'est un entrepreneur. Moi, je pense que l'indépendant, quand on travaille pour soi, on n'est pas un entrepreneur réel. On est juste quelqu'un qui sait acheter un boulot dans sa propre boîte avec tous les risques qui sont liés à ça. L'entrepreneuriat, c'est autre chose. Mais on peut y arriver progressivement en se formant aussi, en travaillant sur soi et voilà, et on apprend aussi avec les gens qu'on engage. Donc le premier palier, c'était engager une personne, puis on en a engagé deuxième, puis on a engagé des étudiants, puis on a engagé des extras, et maintenant on a une équipe qui tourne super bien. Je dois dire, on a vraiment de la chance d'avoir une équipe soudée, une équipe qui nous soutient dans notre vision, dans nos projets, dans notre souhait de développement. On sent aussi qu'il y a une cohésion et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de turnover chez vous, et il y a pas mal de personnes qui sont là depuis quand même quelques années. Hein. Oui, c'est vrai qu'on arrive à retenir pas mal nos employés, et ça, on arrive à le faire, je pense, parce qu'on arrive aussi à leur donner une vie, on arrive à leur à concilier vie professionnelle et vie privée. Dans l'ORECA, c'est difficile. Dans l'ORECA, en général, on travaille tous les week-ends, on travaille chaque fois qu'il y a des jours fériés, on travaille aux fêtes. Nous, notre objectif, c'était de ne pas les dégoûter, parce que je sais combien c'est difficile de maintenir le rythme dans ce métier. J'ai eu un papa qui était jamais là. Ça entraîne après des frustrations, des relations de couple difficiles, des relations familiales où on est absent. Et nous, on s'est dit, si on veut garder les gens, on doit leur donner la possibilité de continuer à avoir une vie sociale, une vie familiale. Et ce qui, je pense, permet aux gens de rester chez nous, c'est d'avoir un horaire flexible. Donc, on est flexible avec eux parce qu'ils le sont avec nous. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant. Et aussi, on tient à ce qu'ils aient congé tous, ou un vendredi soir, ou un samedi soir, à tour de rôle, ou parfois un samedi complet, ou un vendredi complet, pour garder une vie. Parce que je pense qu'il faut
oublié l'idée de nos parents ou nos grands-parents qui faisaient toute leur carrière dans la même boîte. Les gens, maintenant, surtout les jeunes, ils ont besoin de changement. Ils ne sont plus attirés par les mêmes carottes qu'avant, je dirais. C'est ça. Justement, on dit que, notamment dans l'ORECA, c'est difficile de recruter. Donc forcément, dès que c'est difficile de recruter, s'il y a un bon élément, il faut faire en sorte de le garder. Mais sinon, tu confirmes un peu cette difficulté de recruter. Parfois, moi, je me dis que effectivement, les conditions, elles sont difficiles. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de jobs qui sont bien payés dans l'ORECA, en plus des conditions difficiles. Donc, j'ai tendance à me dire, si on a des difficultés à recruter, il faut quand même peut-être se remettre en question sur certains aspects. Donc, ce que tu as expliqué, je trouve ça très intéressant. Au niveau un peu concret, un horaire flexible, du coup, ça donne quoi dans l'ORECA chez vous Alors, par exemple, je te donne l'horaire d'un collaborateur. Il a son jour de repos hebdomadaire le lundi. Le mardi, il fait le service du midi, il est libre le soir. Le mercredi, il fait le service du midi, il est libre le soir. Le jeudi, il fait le service du midi et du soir. Donc là, il a une grosse journée, on va dire. Le vendredi, il fait le service du midi, il est en congé le soir. Et le samedi, il fait le service du midi et du soir. Donc en gros, sur la semaine, il a 2 soirées à travailler. Et il a congé le dimanche. Donc, à tour de rôle, avec sa collègue, il change le vendredi avec le samedi. Et donc ça leur permet d'avoir un vendredi soir, ils peuvent aller boire un pot avec des potes ou de rester en famille. Ils ont le dimanche, ils ont leur journée libre. Après, il y a des cas exceptionnels. Il y a le carnaval, il y a la braderie, il y a la fête des mères. Donc, il y a des fêtes récurrentes ou des fêtes, des journées dans l'année où tout le monde sait, attention, le week-end prochain, tout le monde travaille, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de... Mais ça, c'est annoncé, c'est prévu. Et donc, il y a une anticipation en fait, de la charge de travail qui est faite. Et on voit ça aussi avec eux. Tiens, qui serait disponible, par exemple, pour travailler le mardi soir de la Saint-Valentin ? Ah, bon, moi, ma femme, elle avait déjà prévu un truc, ça tombe mal, ok. Donc, c'est vraiment une discussion qu'on fait entre nous parce qu'il faut que ça reste agréable. C'est un métier difficile, mais c'est en même temps un métier où on s'amuse. Mais ça doit rester agréable et ça doit rester cohérent par rapport à une vie privée, quoi. Ok, top. On va avancer du coup rapidement peut-être sur l'aspect ORECA à la Louvière. Donc tu dis que c'était important pour vous d'être dans le centre. Oui. Il y a quand même depuis 10 ans déjà, il y a eu pas mal de débats sur quand tu es à la Louvière, il vaut mieux être près du Cora, il vaut mieux être dans le centre. La vie un peu au niveau global à la Louvière, tu as quel regard là-dessus, puisque tu as quand même réussi à avoir un établissement qui fonctionne dans le centre, qui est parfois considéré comme un peu déserté. Oui, c'est vrai que le centre de la Louvière devient un peu désert, mais c'est pas quelque chose sur lequel nous on a prise. C'est-à-dire qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Et chaque jour, on se dit, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, concrètement, pour faire en sorte que mon commerce tienne le coup. Et donc, dire c'est la faute de la commune, c'est la faute du bourgmestre, c'est la faute de la crise, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du Covid. En fait, c'est un peu donner son pouvoir à l'extérieur et pas reprendre son pouvoir en main. Donc, quand il y a une difficulté, parce qu'il y en a, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que ça vive quand même. Donc, est-ce que je suis un petit peu plus présent sur les réseaux sociaux ? Est-ce que j'organise un petit peu plus d'activités ? Donc, c'est à ce niveau-là, en fait, qu'on travaille. Maintenant, à côté du Cora, vous savez, nous, on a eu une expérience dans un centre commercial. On s'est installé à Rive-Gauche. Il y a des avantages, mais il y a beaucoup d'inconvénients aussi. Donc, je pense que dans les deux cas, il faut peser le pour et le contre et se dire quel est le plus gros prix à payer à être dans un endroit ou à être dans un autre. Et le prix à payer, ce n'est pas juste en termes de chiffres, c'est aussi en termes d'investissement personnel, en termes de gestion du staff, de toutes les contraintes qui sont liées à l'emplacement, en fait. Ok. Du coup, je vais faire la transition et poser une dernière question sur la Louvière. Vous vous lancez sur la Louvière parce que vous êtes de la Louvière de base ou c'est autre chose ? Et après, tu peux directement enchaîner sur l'aspect Rive-Gauche. Comment ça s'est passé ? On a ouvert à la Louvière parce qu'on s'est dit où est-ce qu'il y a une plus grande communauté d'Italiens susceptibles de connaître la Piadine. Et on s'est dit la Louvière.
En plus, on habitait à la Louvière. Nos associés habitaient pas très loin de la Louvière. Et donc, il y avait un aspect facilité et puis culturel, je dirais. On s'est vite rendu compte que finalement, à la Louvière, il y a une grande population italienne du Sud, dont je fais partie, dont je suis originaire aussi, mais qui ne connaît pas la piadine. Donc, il y a eu tout un aspect éducationnel à faire. Quand les gens arrivent, ils disent « Ah, c'est quoi la piadine ?» Nous, en plus, on est une enseigne monoproduit. C'est-à-dire qu'on ne fait pas... oui, on fait un peu de pâtes, mais c'est surtout pour, on va dire, dépanner ou les enfants, ou les personnes âgées, ou vraiment ceux qui n'aiment pas la piadine, ça peut arriver. Hein. Mais donc, notre enseigne, il y a eu un aspect éducationnel à faire. Quand les clients arrivent, on doit leur expliquer. On doit leur expliquer c'est quoi la piadine, on doit leur expliquer comment c'est fait, d'où ça vient. Et donc, il y a ce côté, mais qui en même temps a un côté chouette, parce que mon mari, ça lui permet de mettre sa région à l'honneur. C'est vraiment un fan de sa région. Et du coup, son rêve qui était d'exporter la piadine à Romagnola, tu vois, à l'étranger, il est en plein dedans et il adore faire ça. Donc, le choix de la Louvière, c'était plutôt un choix stratégique. Voilà. Ok. Et donc ça, c'est il y a 10 ans. Après, Rive Gauche, ça, c'est il y a combien de temps? Comment ça s'est passé? Alors, après 4 ans, il y avait ce projet qui ouvrait à Rive Gauche. Nous, on voulait ouvrir une deuxième enseigne. On ne savait pas trop où, on ne voulait pas être trop près de la Louvière. Charleroi, c'était c'était un endroit qui nous intéressait pour les mêmes raisons, hein, la communauté italienne, etc. On n'était pas trop loin. Et puis, Rive Gauche, le projet Rive Gauche s'est mis en place. On s'est renseigné et on s'est lancé dans l'aventure. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré plus ou moins 2 ans. Là, on a fait des erreurs. On a fait des erreurs comment dire? On n'a pas bien évalué tous les aspects négatifs. Hein. Quand je dis négatif, c'est on voyait que le plus. Et je pense que dans chaque projet, il y a un côté positif. Quand je dis négatif, il y a toujours la polarité inverse. Et ça, on n'avait pas trop anticipé. Okay. On n'avait pas anticipé, mais ça c'est notre responsabilité totale. Hein. On n'avait pas bien regardé le plan, parce que quand on choisit son plan dans un centre commercial qui est en construction, vous le choisissez sur base d'un plan, mais vous ne voyez pas exactement où vous êtes dans le projet global. Donc là, l'emplacement n'était pas top. On n'avait pas anticipé non plus toutes les charges supplémentaires par rapport à la rentabilité du projet. Donc là, on a vraiment fait une erreur. Mais bon, moi, je ne le vois pas comme un échec. Je le vois vraiment comme une expérience qui nous a fait grandir, en fait. Ok. On reviendra un peu sur des tips à la fin, à mon avis. On aura l'occasion de revenir un peu là-dessus. Mais du coup, j'enchaîne sur l'aspect avoir plusieurs enseignes. Je suppose que donc ça fait, tu m'as dit, ça a démarré 4 ans après. 4 ans après. Donc ça fait plus ou moins 4 ans que... Ça fait 4 ans qu'on a arrêté. Voilà. Oui. Et donc, ce projet-là d'avoir une autre ancienne, c'est toujours dans les plans ou... Non, c'est pas dans notre projet d'avoir une deuxième enseigne. Je pense que avant de lancer une deuxième enseigne, il faut maîtriser celle qu'on a totalement. Faire en sorte qu'elle soit rentable, totalement rentable. Et c'est pas juste couvrir ses frais, hein. C'est faire du bénéfice, c'est avoir des procédures en place, c'est vraiment structurer son restaurant comme une vraie entreprise, avec un organigramme, avec des responsabilités pour chacun bien définies, un système de contrôle. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire, mais qu'on n'a pas encore totalement, qu'on ne maîtrise pas encore totalement. Je pense que tant qu'on n'aura pas fait ça, ouvrir une deuxième enseigne, c'est pas envisageable pour nous. Et vu qu'on n'est plus trop jeune, je suis pas sûre qu'on arrivera à faire ça. Okay. Par contre, ce qu'on a déjà commencé à mettre en place, c'est un atelier de fabrication de piadines pour les gens qui veulent faire la même chose que nous, avec des piadines artisanales et de qualité. On a déjà un client qui s'est lancé dans le même concept que nous, et qui, lui, achète nos piadines qu'on lui vend sous vide. On l'a formé pour farcir ses piadines comme on le fait nous, chez nous, et il le fait très bien chez lui. Donc, ça, c'est le projet de développement qu'on veut lancer dans les prochaines années. Donc, l'idée, en gros, c'est je renonce à avoir différentes enseignes,
mais tu aides d'autres personnes C'est ça, à faire la même chose, à Okay. se lancer dans le même concept que nous. Okay. Ouais. Donc on peut se dire que donc il fallait mentalement, entre guillemets, renoncer à l'aspect plusieurs enseignes. Alors que moi, par exemple, si j'avais eu un échec, entre guillemets, sur ce truc-là, peut-être le fait d'accepter d'abandonner ça, à mon avis, ça aurait été difficile. Et après, il y a l'aspect je renonce, mais, positivement, on va dire. Et après, seulement, j'ai la générosité de proposer des ateliers pour que d'autres personnes puissent faire la même chose que nous. Donc c'est intéressant quand même. Ben, je dirais que renoncer à cette idée de deuxième, troisième enseigne, elle vient aussi du fait que on prend un peu d'âge. Je pense que si on avait commencé à l'âge de 30 ans ou 35 ans, on l'aurait fait. Maintenant, on se dit, bon, mon compagnon, il a 60 ans, moi j'en ai 52. Le temps de mettre tout en place, de vraiment ficeler ce projet à la Louvière, et puis de pouvoir le dupliquer, ça va demander du temps. Et je pense qu'on arrive à un moment dans notre vie où on n'a plus trop l'énergie de faire ça. Par contre, se lancer dans un aspect plus quand je dis industriel, artisanal, pour aider d'autres personnes à faire la même chose que nous, ça c'est quelque chose qui nous porte parce que ça nous permet alors de toucher beaucoup plus de gens. Si on reste uniquement dans notre restaurant, on ne va pas toucher des gens des Flandres ou du Limbourg. Il y a des gens qui viennent chez nous quand ils sont de passage, mais ils ne vont pas venir se déplacer pour venir manger une piadine de Gand. Oui, ils viennent s'ils sont dans le coin. On a des clients qui viennent de Bruxelles, ça oui. Bruxelles, c'est 50 km le week-end, les gens font le déplacement. Mais cette idée d'atelier de fabrication nous permet alors de toucher plus de gens et de continuer en fait notre mission qui est celle de répandre la piadine à Romagnol à l'étranger. Top. Du coup, les transitions, elles sont hyper faciles. Ça touche aussi à ta deuxième activité de coach. Cet aspect-là, tu peux nous raconter comment ça s'est fait. Tu l'as expliqué un petit peu tout à l'heure que tu t'es formé toi-même après. Moi, je me suis fait accompagner à un moment de ma vie où j'étais pas bien. Et du coup, après, j'ai suivi le parcours, mais de l'autre côté, c'est-à-dire que je me suis formée à la même technique qui avait été utilisée pour moi. Et à un certain moment, je me suis dit, bon, qui est-ce que j'ai envie d'aider et qui je peux aider avec mon expertise, mon expérience parce que quand on est coach, on a envie d'aider tout le monde. Mais en fait, on ne peut pas aider tout le monde. Oui, on peut aider beaucoup de gens, mais moi, je voulais vraiment être efficace et je voulais aider des gens que je comprenais. Et l'idée d'aider les restaurateurs et tous les métiers en fait, qui tournent à la restauration, elle est venue comme une évidence parce que quand je parlais avec un restaurateur, d'abord je comprends ses complexités parce que je les vis moi-même, je comprends ses difficultés, on parle le même langage et je peux l'aider. Alors mon approche de coaching, elle n'est pas juste dans le comment faire le travail, parce que faire le travail, si tu as un restaurant, tu sais le faire. Tu connais ton métier, tu sais le faire. Mais c'est plutôt une gestion émotionnelle et une gestion du mindset. C'est à ce niveau-là que je les aide. Cette gestion émotionnelle, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'elle te permet d'être flexible devant des difficultés. Elle te permet de trouver des solutions plus créatives. Elle te permet de prendre des décisions sans être dans la peur. Et elle te permet aussi, quand tu prends des décisions, de bien évaluer le prix à payer et pas te lancer à tête, tête baissée en pensant qu'aux avantages. Et alors ça ne veut pas dire que quand on fait le pour et le contre, on ne voit que les inconvénients. Mais quand on voit les inconvénients, on se demande, tiens, est-ce que je suis prête à payer le prix de ces inconvénients ? Si la réponse est oui, alors on peut y aller. Mais tout en mettant des choses en place. Mais la gestion émotionnelle, elle est fondamentale pour être flexible, pour trouver des solutions créatives. Et Dieu sait que en plein Covid, si on n'avait pas une bonne gestion émotionnelle, on pouvait vraiment péter un plomb, tout laisser tomber. Et donc, je pense que cette gestion, elle est fondamentale pour tout type d'entrepreneur, en tout cas, pas seulement dans la restauration. Et donc, justement, il y a 10 ans, tu lances l'établissement. Il y a 5 ans, plus ou moins, tu te lances dans le coaching. Je sais pas, il y a 15 ans, par exemple, tu imaginais une petite seconde avoir
ce type de parcours ou vraiment pas du tout? Quel regard tu as sur ça? Alors, il y a 15 ans, alors moi, je suis devenue maman il y a 18 ans. Et quand je suis devenue maman, je me suis dit, moi, c'est sécurité, sécurité, sécurité. Il faut surtout pas sortir des rails, surtout pas prendre des risques. Parce que j'avais vécu ça dans ma famille. On a vécu des bons moments, mais on a vécu aussi des moments difficiles. Et donc, c'était quelque chose que je voulais éviter à tout prix. Et puis, la vie, elle a des plans qui sont plus grands pour nous et on ne les voit pas toujours. Donc, après, c'est y faire face petit à petit. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tant que c'est bien cadré et bien maîtrisé. Donc, cette rigueur que j'ai, qui vient probablement d'un besoin de sécurité, je la transpose dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui me permet de garder un équilibre entre les deux, en fait. Top. Je pense qu'on peut passer un petit peu au tips, à quelques conseils que tu pourrais donner. Au final, une question qui touche à ça. Qu'est-ce qui fait que Il Passator et ça a bien fonctionné à la Louvière et que ça dure dans le temps, que ça n'a pas juste été une mode au début, un peu sympa, ce qui peut arriver parfois? Je pense qu'il faut d'abord respecter ses propres valeurs et il faut pas faire de compromis sur ses valeurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut aussi être innovant. Donc nous, on a une recette traditionnelle, on a un produit traditionnel, mais il faut amener de l'innovation dans ce qu'on fait. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question, il ne faut pas avoir peur d'investir. Et investir sur soi, c'est la première chose. Quand on parle d'investissement, que ce soit en termes de formation, par exemple, nous, on forme, on continue à former notre staff. Les gens ont tendance à voir ça comme un coût. Or, la formation, c'est un investissement. C'est un investissement pour lequel on ne voit pas toujours le retour immédiatement. Donc c'est ça. Moi, je pense qu'un des conseils que je donnerais à tout entrepreneur, c'est de continuer à investir sur soi, investir dans on investit dans du matériel et on ne veut pas investir sur soi, on ne veut pas investir dans la formation. Il faut s'entourer de bonnes personnes et il ne faut surtout pas hésiter quand une personne qu'on recrute ne répond pas à tes valeurs ou finalement travaille contre toi et n'épouse pas ton projet. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'en séparer. Ça, c'est la chose la plus difficile, en tout cas pour nous, parce qu'il y a un côté humain qu'on privilégie beaucoup. Voilà. Jusqu'à présent, les gens partent d'eux-mêmes. Les gens partent d'eux-mêmes parce que quand leur énergie ne matche pas avec la tienne, le lien se casse par soi-même, mais dans la sérénité et dans la paix. Donc, voilà. Nous, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, tradition, innovation, investissement sur soi, formation continue de nous-mêmes et de notre staff. Et on essaye de garder cette cohésion qui est indispensable pour pouvoir travailler ensemble. Je vais rebondir sur l'aspect investissement sur soi et formation. Je sais qu'actuellement, tu te formes autour de tout ce qui est marketing, donc j'aimerais bien qu'on aille sur ce sujet-là. Au début, comment ça s'est passé, la création de la marque, depuis, comment tu gères ça, et aujourd'hui, où est-ce que tu en es à ce niveau-là? Bien, en fait, quand on a ouvert il y a 10 ans, juste un peu avant l'ouverture, on avait juste le nom du resto, on n'avait pas de logo, on n'avait pas d'identité graphique, on n'avait pas de carte de visite, donc on a fait appel à Antoine et Guillaume de la société Teams pour réaliser ça pour nous. Et donc, ils ont créé nos cartes de visite, nos menus. Mais bon, voilà, ça s'est arrêté là. À l'époque, on ne pensait même pas faire un site internet. On s'est dit, waouh, ça c'est un peu trop pour nous, on va y aller progressivement. Bon, les réseaux sociaux, ça s'est imposé, parce qu'à l'époque, c'était déjà en vogue, je dirais. Mais après, tout a pris tout s'est amplifié, tout a été beaucoup plus vite. Et là, on s'est rendu compte que on n'était plus du tout à la page. On avait beaucoup moins d'impact avec nos publications sur Facebook. Il y avait Insta. Maintenant, on se dit, il faut se mettre sur TikTok. Donc, on s'est dit, comment on va faire? Et puis aussi, l'idée, c'était comment je peux faire pour attirer plus de clients? Comment faire pour fidéliser des clients? Puis on nous disait, il faut un système de réservation en ligne. Donc, tout devenait compliqué.
Et un jour, quand j'étais en Italie, je suis tombée sur une publication. Je me suis dit, bon, voilà, c'est une formation en marketing spécifique pour la restauration. Elle est donnée par un restaurateur qui a aussi fait tout un parcours d'échecs et de succès et qui retransmet ça maintenant. Donc, petit à petit, on a mis en place un système de réservation en ligne, on a créé un système de fidélité, j'ai suivi des cours de copywriting pour avoir des publications un petit peu plus impactantes. Bon, voilà, c'est un investissement sur soi qu'on fait. Puis, on amène aussi notre staff à des formations de vente, parce que le but dans la restauration, et ça, je pense que les restaurateurs, ils ont du mal avec ça, et les entrepreneurs, ils ont du mal avec ça, ils ont du mal à vendre leurs produits. Alors qu'en fait, la vente, il faut voir ça comme, je ne vais pas dire de l'amour, mais c'est ça, quoi. Donc, on leur vend non pas pour leur faire débourser de l'argent, on leur vend quelque chose pour leur faire vivre une expérience. Et nous, c'est ça qu'on cherche à faire chez nous. Et donc, on a commencé à former notre staff là-dessus. Et donc, c'est des formations continues qu'on fait toutes les années. Et puis, il y a des formations sur... j'en ai fait une il n'y a pas longtemps où j'étais complètement larguée sur les lead funnels. Et bon, voilà. Donc là, maintenant, j'ai un petit peu de mal. Mais voilà, petit à petit, je vais y arriver aussi. Donc voilà, c'est tout cet aspect formation sur soi, investissement sur soi, investissement aussi sur son coaching personnel. Donc moi, je continue à me faire coacher justement pour maintenir un mindset élevé, pour pas tomber dans les travers, les difficultés, pouvoir faire face aux difficultés avec plus de fluidité, plus de flexibilité. Et donc, voilà, comme on investit dans la rénovation du resto, on investit sur nous, on investit sur notre personnel et voilà, et c'est non-stop, en fait. Ok. Je rebondis sur un petit aspect au niveau vente. Par exemple, moi, je suis venu régulièrement depuis 10 ans et je prenais jamais de dessert, par exemple. Ouais. Je sais pas pourquoi, je vais là-bas, c'est pour une piadine et je mange une piadine, un petit légume parfois, mais pas de dessert. Et puis, il y a eu un jour où c'est une des serveuses, je crois qui est partie maintenant, qui m'a vendu justement le dessert avec des étoiles dans les yeux. C'est ça. En mode, moi, si je pouvais manger, si elle pouvait manger tous les desserts à côté de nous à ce moment-là, elle allait le faire. Et du coup, je me suis dit, ok, là, je le fais. Et depuis, je prends toujours un tiramisu à la fin parce que l'idée, c'est de donner envie, aux gens sans les forcer, évidemment. On n'est pas là pour vendre sous la force. On est là pour expliquer, pour proposer, et sans que le client se sente forcé et obligé. Et c'est un art, finalement. L'art, c'est ça. Tout réside dans le fait de te donner envie, de te proposer. Mais si on te donne juste une carte, quel est l'intérêt ? C'est aussi pouvoir guider les clients dans leur choix. Et nous, c'est vrai, on se rend compte qu'on a une carte qui est beaucoup trop large. Donc, quand les clients viennent pour la première fois, ils sont complètement perdus. Donc, c'est comment je peux les aiguiller dans leur choix, en leur donnant envie, et puis en créant aussi une atmosphère, en les accueillant, en étant là aux petits soins, mais sans trop être sur eux. Il faut créer une ambiance chic, cosy, mais pas trop guindée, parce que le produit ne se prête pas à ça. Donc, c'est vraiment un équilibre entre l'accueil, le conseil, la vente, parce qu'au final, l'objectif, c'est d'être rentable et donc de vendre, mais sans forcer le client. Ok. Au niveau, je reviens du coup sur l'aspect marketing. Donc nous, en tant qu'agence, on propose des services. Ce qui se passe quand même assez souvent, c'est qu'on tombe sur des établissements qui fonctionnent bien, au niveau Horeca comme d'autres dans d'autres secteurs, qui communiquent mal, entre guillemets, mais le commerce tourne bien. Oui. Et donc, on se dit, vous devriez quand même investir dans votre com parce qu'il faut que vous pouvez soit vous développer, soit mieux vous préparer pour les moments où il y aura des soucis. C'est ça. Essaie d'expliquer un petit peu ça. Toi, c'est quoi un peu ton regard là-dessus ? Sachant que vous êtes un établissement qui communique bien, qui est actif, donc c'est toi qui le fais. Tu dis que parfois, sur certains trucs, tu peux te sentir un petit peu dépassé, tu te formes, et voilà. Mais globalement, c'est quoi ton regard sur tout ça ? Je pense que le problème numéro 1 des restaurateurs, c'est d'avoir des tables vides.
Alors, les restaurateurs disent « Ah, le problème principal, c'est le recrutement, c'est le personnel, c'est les charges. » Non. Le vrai problème d'un restaurateur, c'est d'avoir une table vide. Et donc, l'idée, c'est il faut communiquer, et communiquer de façon stratégique pour être visible, pour attirer le plus de clients, pour avoir, on va dire, une base de clients assez abondante, assez grande, que les clients ne vont pas manger de la piadine tous les jours. Donc nous, comme je te disais, on a un restaurant monoproduit, on n'a que ça à proposer. Oui, on a des assiettes de légumes, on a des planches de charcuterie, de fromage, mais notre core business, c'est la piadine. Donc si tu veux venir manger chez moi tous les jours, ça va être compliqué, à moins que tu sois vraiment un fan de piadine, tout comme... on ne va pas manger des frites tous les jours, on ne va pas manger des pizzas tous les jours. Donc l'idée, c'est d'avoir un bassin de clients qui soit assez grand, assez important, pour gérer justement ce turnover de clients. Et on s'est dit, la communication, c'est fondamental, mais aussi bien communiquer. Ce n'est pas juste dire « Ah, nous, on fait de la bonne piadine, on vous attend, venez ». Non, c'est pourquoi est-ce que le client... le matin ou le midi, il décide de sortir de chez lui, de prendre sa voiture et de venir chez toi. Donc, l'idée de la com, je pense qu'elle est fondamentale, c'est de se faire aider si on n'a pas ces compétences. Moi, j'ai décidé d'apprendre. Il n'est pas dit qu'après, je ne vais pas déléguer cet aspect-là, parce que l'objectif aussi, si je veux faire mon travail d'entrepreneur, ce n'est pas de passer de l'opérationnel, c'est-à-dire servir les clients, à gérer toute la partie et finalement de devenir l'esclave de l'autre côté de cette partie-là. Mais c'est de la gérer en interne et pas de la déléguer en externe. Alors, il y a des gens qui ont besoin de sociétés externes pour le faire et je trouve que les sociétés de communication qui sont spécialisées là-dedans, elles ont toute leur plus-value pour des restaurateurs qui ont besoin d'être aidés à ce niveau-là. J'aborde toujours le sujet parce que, donc, comme j'ai dit, les invités du podcast, ça peut être des partenaires, ça peut être des clients, ça peut être entre guillemets des prospects, des personnes ressources. Mais l'idée, c'est d'avoir aussi cet aspect de discussion-là qui est intéressant. Moi, en tant qu'entrepreneur, je suis aussi un vendeur quelque part. Et donc, c'est des discussions qui sont super intéressantes pour prendre les choses par le bon bout et voir un petit peu voir les choses de différentes manières pour améliorer cet aspect-là. On a vraiment fait le tour des sujets. Je pense qu'on pourra encore discuter 1 heure, mais à un moment donné, il faut un petit peu se restreindre pour ce genre de format. Est-ce que tu as apprécié la discussion ? Tu as quelque chose que tu as envie de rajouter, un sujet que tu as envie de développer ? Et si pas, est-ce que tu peux nous essayer peut-être de résumer le podcast en 2-3 phrases clés que tu as pu dire ou que tu as envie de répéter moi, tout d'abord, je voulais te remercier. Ça a toujours été un rêve pour moi de participer à un podcast. Donc, merci. Merci de me donner cette possibilité. Merci à toi. Merci de me permettre aussi de parler de mon resto. Ce que je pourrais dire en résumé, c'est continuer à croire en vous, continuer à croire en vos projets, formez-vous, faites-vous aider, soyez entouré de personnes qui ont le même état d'esprit positif que vous, qui sont plus dans la recherche de solutions que des difficultés. Les difficultés, on n'a pas besoin de les chercher, elles viennent toutes seules. Donc, entourez-vous de personnes qui vous aident et qui vous soutiennent dans votre vision et faites-vous aider par des professionnels en communication ou autres si vous n'avez pas les compétences et si vous n'avez pas la possibilité soit d'engager, soit de déléguer ça. Donc, voilà. Donc, l'idée... le message que je veux faire passer, c'est ça. Et puis, venez manger la piadine, bien sûr. Top. Et du coup, moi, une dernière question qu'on a posée sur le tas la première fois, mais qui est intéressante. Est-ce que ça te dit qu'on se revoit dans 1 an et demi, faire un petit peu le point sur les évolutions ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Et suivre un petit peu tout ça. Bien sûr, avec plaisir. Top. On se donne rendez-vous donc plus ou moins dans une petite année. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.